Notre invité de la semaine, M. Claude Dao, est le maire d'Atekoubé dans le district d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ancien élève du lycée scientifique de Yamoussoukro et ancien président de la jeunesse étudiante catholique. Il voit son cursus scolaire sanctionné d'un diplôme de jeunesse sup, ELEC, spécialiste automatique et informatique industrielle. Son parcours professionnel entre Paris et Abidjan est couronné du poste de directeur général de l'agence internationale Convergence Holding. Président fondateur du Rotary Club d'Abidjan Biétri et officier de l'Ordre du Mérite National, il fait très tôt son entrée au PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et devient membre du bureau politique et conseiller du district d'Abidjan avant d'être nommé directeur de campagne du RHDP au présidentiel de 2010 à Atekoubé. Après avoir été adjoint au maire et conseiller municipal de sa commune depuis 1990, c'est donc tout naturellement qu'il est élu maire d'Atekoubé depuis 2001. De passage à Montréal, M. Claude Dao est notre invité de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, merci infiniment de prendre date avec votre émission, l'invité de la semaine. Pour cette émission de l'invité de la semaine, nous recevons une personnalité politique de la Côte d'Ivoire, notamment le maire de la commune d'Atekoubé, l'une des 10 communes d'Abidjan, le maire Dao Paulin Claude. Monsieur le maire, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour, merci. Alors, vous êtes dans quel cadre est-ce qu'on vous retrouve ici au Canada et à Montréal particulièrement? Je suis à Montréal dans le cadre familial et je saisis l'opportunité pour rencontrer nos concitoyens vivant ici et leur porter le message fraternel d'une Côte d'Ivoire en reconstruction et une Côte d'Ivoire qui pose les bases de la réconciliation. La réconciliation, justement, on vous a vu hier, vous étiez présent pendant le barbecue de la réconciliation nationale organisé par le RHDP, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix. Alors, vous avez prôné également la réconciliation là-bas. C'est important, j'ai envie de dire, de prôner cette réconciliation-là au-delà des frontières ivoiriennes. Oui, la réconciliation pour notre pays est aujourd'hui un impératif. Au sortir de la grave crise militaro-politique qu'a connue notre pays, il était important de remettre la cohésion sociale au cœur de toute notre dynamique sociale. Et cette dynamique sociale ne doit pas se limiter simplement au périmètre ivoirien, mais partout où vivent des filles et fils de la Côte d'Ivoire, il faut s'aimer la graine du pardon, de la repentance et de la réconciliation. C'est un cheminement qu'il va falloir faire pour redonner à la Côte d'Ivoire ses fondamentaux. Parce que la Côte d'Ivoire est d'abord tout un pays de paix, un pays de brassage culturel, un pays de rassemblement. Et ce que nous avons vécu n'est pas dans notre nature. C'est pourquoi j'ai saisi l'opportunité, malgré que je sois ici de passage dans un cadre purement familial, j'ai saisi l'opportunité de parler avec nos concitoyens vivant ici, pour que eux aussi, à leur échelon, autour d'eux, dans leur famille, dans leurs associations, ils puissent porter ce message important de la réconciliation nationale. On va revenir sur la réconciliation nationale, sur le comment et le faire pour aboutir également à cette réconciliation de façon véritable. Mais d'ici là, on va vous permettre au premier responsable de la ville d'Atekoubé de nous présenter Atekoubé. Où se situe Atekoubé? Que représente Atekoubé dans la ville d'Abidjan? Merci de me donner l'opportunité de faire connaître notre cité à l'ensemble du monde à travers votre émission. Atekoubé fait partie des communes qui constitue le district d'Abidjan. Et notre commune a aujourd'hui plus de 400 000 habitants. 400 000 habitants, c'est une commune relativement modeste, de population modeste. Une commune qui est au cœur d'Abidjan, entre la commune commerciale d'Adjamé, la commune, le centre des affaires du plateau, et les deux grosses communes de Côte d'Ivoire, à savoir la commune de Yopougon et d'Abobo. La spécificité de notre commune, c'est qu'elle est coupée en deux par la lagune Ébrié, avec une rive droite qui fait frontière avec Yopougon et la rive gauche qui fait frontière avec Adjamé et le plateau, le centre des affaires. La spécificité marquante de notre commune en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan, c'est que Atekoubé est le poumon, comme nous aimons le dire, est le poumon d'Abidjan, au sens propre comme au sens figuré, le poumon, parce que la forêt du Banco, qui par l'effet de la photosynthèse donne l'aération à la ville d'Abidjan, est dans notre commune. Et aussi, nous avons l'aération spirituelle parce que le sanctuaire marial est dans notre commune. Donc voilà un peu pour caractériser notre commune. C'est une commune, comme je l'ai dit, sans infrastructure économique. Il n'y a pas de grand commerce et surtout pas d'industrie.
C'est une commune dortoir, mais avec une population très accueillante. Et une population qui est aussi un melting pot. Un véritable melting pot, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. Vous parlez de la Côte d'Ivoire en miniature. Qu'est-ce qui explique que cette commune ait payé un très lourd tribut durant la crise post-électorale? Ceci est dû à quoi? Est-ce que vous avez une réponse? Nous avons payé un lourd tribut, c'est vrai, comme beaucoup de communes à Bobo et Yopougon, particulièrement pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes une commune à forte coloration, comme je l'ai dit, de population de la sous-région, une commune qui a, d'une certaine manière, pris fait et cause pour le changement à travers l'engagement dans le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, ça c'est vrai, et puis notre engagement personnel nous-mêmes pour que triomphe cette cause. Nous avons payé un lourd tribut au niveau de la jeunesse, parce que la jeunesse n'a pas du tout accepté, et n'a pas du tout accepté de rester les bras croisés face à cette imposture que nous avons vécue après les résultats. Et donc, ça a été dur, mais aujourd'hui, nous ne voulons pas revenir pour mettre le couteau dans la plaie. Ce qui est important de dire, c'est que nous avons tous, à quelque niveau que nous soyons, nous avons tous payé un lourd tribut psychologique, physique, familial et même humain, voire matériel dans cette crise post-électorale. La commune d'Atekoubé a été d'autant plus touchée que nous étions en train de mettre en place une ossature morale forte, une cohésion sociale forte. Et cette cohésion sociale a failli prendre un coup. À cause de la crise post-électorale. C'est là notre mission aujourd'hui, de ressouder les communautés, ressouder les jeunes, ressouder les populations pour aller à l'essentiel. Vous parlez beaucoup de RHDP, qui est le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et on parle aussi de votre engagement, de ce côté-là, votre engagement. On dit de vous que vous êtes animateur chevronné et fidèle du président Bédié, qui soutient également le président Alassane Dramane Ouattara. Et en même temps, on arrive à disséquer quelques paradoxes dans vos propos. Vous êtes opposé au transfèrement du président Laurent Gbagbo à l'AE. Est-ce que c'est une vision RHDP? Je pense que là, vous avez pris des raccourcis dans lesquels je ne me retrouve pas d'abord. Je pense que c'est un effet de manche journalistique qui a dû retransmettre des propos que d'ailleurs nous n'avons pas tardé à contester. Ce n'est pas du tout juste. Après avoir vécu nous-mêmes, après avoir pris tous ces gros risques pendant la campagne pour les élections présidentielles et la crise post-électorale, vous comprenez que nous ne pouvons pas tenir des propos aussi maladroits. Non. C'est un effet de manche journalistique qui a été repris par, bien sûr, la presse. Par plusieurs dépêches? Par les dépêches de l'opposition, par la presse, l'opposition actuelle, qui cherchait bien sûr des associés et des acolytes par rapport à... Non, notre vision est claire. Nous avons fait une élection la plus démocratique qui soit aujourd'hui dans le format des élections en Afrique et même dans le monde, avec une certification internationale des Nations Unies. Au sorti de cela, il n'était pas bon que ces élections soient contestées de façon aussi dramatique, comme nous l'avons connu. Et ce que nous disons, nous, c'est que tous ceux qui ont posé des actes aussi graves, je disais tout à l'heure que nous avons payé un lourd tribut, tous ceux qui ont posé des crimes de sang, portant atteinte à la cohésion sociale nationale, des crimes de sang, il n'est pas bon que pour aller à la réconciliation, on passe tout cela à perte et profit. Il faut que les gens répondent. Et les autorités de notre pays ont décidé de ne pas faire de la justice des vainqueurs. C'est pour cela qu'il était bon que l'ex-président réponde devant une juridiction internationale qui n'est pas susceptible de manipulation. Donc vous comprenez bien qu'il est même de son intérêt et de l'intérêt de la Côte d'Ivoire qu'il y ait une justice qui soit au-delà de tout soupçon. Et c'est ce qui est en cours et nous pensons que cela devait se faire dans la plus grande transparence et pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de notre engagement. C'est vrai, nous assumons notre engagement au RHDP. Nous sommes oufouettistes et comme vous l'avez constaté, je suis engagé dans notre cité depuis 22 ans. Donc ce n'est pas l'effet d'une génération spontanée. Ce sont d'abord des convictions que nous affirmons. Nous pensons que le président Houphouët-Boigny a donné à la Côte d'Ivoire un axe de développement qui a fait ses preuves. Nous-mêmes, nous sommes le pur fruit de cette politique de développement de la Côte d'Ivoire. Enfants des indépendances, nous avons été forgés dans cette Côte d'Ivoire,
de rassemblement, cette Côte d'Ivoire hospitalière, cette Côte d'Ivoire qui a donné toutes ses chances à ses enfants. Je suis ingénieur Supélec. La politique n'est pas mon métier. Je suis venu à l'engagement social pour apporter moi aussi ma pierre à l'édification de ma commune. Donc en m'engageant dans cette voie, je ne m'engageais pas pour détruire la Côte d'Ivoire, mais apporter une pierre à l'édification de notre pays. C'est dire qu'aujourd'hui, notre engagement dans le rassemblement des oufouettistes, c'est pour pérenniser cet idéal. L'idéal d'une Côte d'Ivoire hospitalière, d'une Côte d'Ivoire qui n'est pas fermée sur elle-même, mais une Côte d'Ivoire qui rassemble. Est-ce que l'aboutissement de cette Côte d'Ivoire hospitalière-là, ce n'est pas aussi une justice équitable pour tous? On parle de plus en plus de justice de vainqueurs. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette réconciliation-là, elle s'éporne en dépit d'une justice qui va dans un seul sens? Non, je pense que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, il faut garder beaucoup de sérénité. Beaucoup de sérénité. Parce que nous avons vécu des événements tragiques. 3000 morts, c'est énorme. Et nous ne parlons pas des morts par les effets collatéraux. Si on les ajoute, on doit être peut-être au double. Sans compter les personnes qui sont traumatisées à vie. Nous avons vécu dans notre chair, nous avons vécu dans notre esprit des déchirements pas possibles. Et on ne peut pas passer tout cela à perte et profit pour les générations futures. Il faut tirer les leçons. Et pour tirer les leçons, la meilleure façon, c'est de faire une enquête approfondie. Et il y a une commission nationale d'enquête où tous les acteurs... Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça traîne longtemps et que ça prend du temps, cette commission? On est obligé de prendre le temps qu'il faut pour éviter la précipitation et justement pour éviter la justice des vainqueurs. N'oubliez pas que nous étions dans une situation calamiteuse. Le pays n'avait plus de développement, le pays était arrêté. Et tous les jours, nous comptions les morts. Nous comptions les morts de la barbarie. Le pays n'était pas dans une situation... Aujourd'hui, le calme est revenu, donc on a retrouvé la sérénité. Les uns et les autres peuvent faire des projections. Mais nous n'avons pas cette sérénité. Aujourd'hui, il y a eu certainement, nous en conviendrons après les enquêtes, qu'il y a eu certainement des débordements de part et d'autre. Mais on pouvait éviter cela. N'oubliez pas que ce qui déclenche, l'élément déclencheur a été le refus du principe de la démocratie. Parce que les élections ont eu lieu, comme je vous l'ai dit, avec un format qui nous garantissait la neutralité avec les Nations Unies. Aucune élection n'a bénéficié d'un tel encadrement dans le monde. Je vous assure que le processus a été contrôlé depuis l'enrôlement jusqu'à la déclaration des élections. Et qu'est-ce qui fait qu'il y ait des contestations? La contestation n'est que de mauvaise foi. La preuve, c'est que le Conseil constitutionnel, qui a soustrait des régions entières, n'a pas contesté les résultats qu'il a soustraits. C'est ça qu'il faut voir. Si les résultats étaient contestés, on pouvait bien comprendre. Mais les résultats n'étaient pas contestés. Ce qui était contesté, c'était l'arithmétique. En ce moment, vous comprenez qu'on ne peut pas exclure le centre de la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire, une bonne partie de l'électorat. Le vote selon la constitution des Ivoiriens, notre vote est un droit inaliénable. À partir de ce moment-là, aucun vote ne peut être soustrait. Maintenant, on peut contester. Si c'était le nombre de voix qui étaient contestées dans une région, dans une autre, on pouvait donc comprendre. Mais on a décidé purement et simplement de nier le vote régional et de reprendre une arithmétique pour trouver un résultat qui correspondrait. Non, ce n'est pas possible. C'est une mauvaise foi qui a conduit malheureusement notre pays au bout du gouffre. AfriqueCanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope. Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde? AfriqueCanada.tv est là. Aujourd'hui, beaucoup d'eau ont coulé sur le pont. Plus d'une année s'est écoulée depuis l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Alors, vous en êtes passé aux élections législatives. Vous-même, vous êtes porté candidat à ces élections législatives-là, avec une certaine forme de friction entre vous et le candidat du RDR. Alors,
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez un temps d'accord pour la décision du PDCI et dans un autre temps, vous êtes porté candidat? Non, il y a eu, pour ces élections législatives, il faut reconnaître qu'il y a eu une cacophonie au niveau du RHDP. Et nous le convenons tous aujourd'hui. Le bureau politique du PDCI en a tiré toutes les leçons. Il y a eu une cacophonie qui est inacceptable. Moi, je suis un homme de conviction. Comme je vous l'ai rappelé, nous nous sommes battus pour qu'il y ait un changement qualitatif. Et nous pensons que la chance pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara. C'est une chance d'abord par sa valeur intrinsèque et aussi et surtout par le fait qu'il a une vision moderne du monde actuel par rapport aux défis du monde actuel, les crises multiformes que connaissent le monde actuel. Il a l'expertise nécessaire pour sortir notre pays de ce marasme. Et en plus, il a l'avantage d'être pénétré de l'idéal oufouettiste que moi je partage. À partir de ce moment, nous avons cru et nous croyons encore que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À partir de ce moment, au sortir de ce combat épique que nous avons mené pour arriver à la présidentielle, il n'était pas bon. Il n'était pas bon que le RHDP ne parte pas ensemble aux élections législatives. Et ce n'est même pas logique, parce que nous sommes allés ensemble pour donner à la Côte d'Ivoire un président. Il était logique que nous allions ensemble pour lui donner une majorité pour gouverner. Alors, cette cacophonie qui s'est produite au niveau du RHDP a créé cette situation que vous venez de décrire, où il y a eu des candidatures multiformes, en rang dispersés, séparés, et nous n'avons pas échappé, en tant que commune d'Abidjan, à cette situation désastreuse. Vous dites tantôt que le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire, et en même temps, les opposants ciblent son accointance avec les grandes institutions financières. Est-ce que ce n'est pas un handicap aussi pour... Mais attends, moi je préfère avoir un président qui a des accointances positives pour notre pays que d'avoir un président qui n'a aucune accointance. Si tant est que le thème accointance soit approprié. Non, c'est une chance. Le monde aujourd'hui vit une crise multiforme. Comment voulez-vous, dans cette crise multiforme, avoir un président, un leader qui n'a pas une lecture macroéconomique, qui n'a pas une lecture prudentielle de la gestion de son pays? Oui, mais la crise n'est pas seulement économique, elle est plus profonde que ça, elle est sociale. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit tout à l'heure une crise macroéconomique, mais aussi prudentielle. Prudentielle, c'est qu'elle est multiforme. Elle est sociale, elle est sociologique, et chez nous, elle est même fondamentale parce qu'elle touche même la cohésion sociale. Donc il faut un président qui a tout cette étoffe, et je pense que c'est une grande chance pour nous. Et en plus de cela, il est appuyé par un ancien président, le président Henri Konan Bédié, qui a une longue pratique de la Côte d'Ivoire, des hommes, de la diplomatie et des affaires de l'État. Donc, quand vous mettez ensemble en symbiose et en synthèse toutes ces compétences réunies, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'avoir cet attelage au plus haut niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Une autre chance pour la Côte d'Ivoire, c'est l'achèvement du PPTE. Ouais. Voilà le programme Pays pauvres très endettés qui a permis l'allègement de la dette de la Côte d'Ivoire de près de plusieurs milliards de dollars, on va dire. Alors, qu'est-ce que ce PPTE-là représente pour la Côte d'Ivoire de façon générale et quel est l'impact sur la population et notamment les habitants de votre commune? Aujourd'hui, il faut dire que le point d'achèvement PPTE n'est pas le fruit d'une génération spontanée. Ça a été d'abord l'un des axes de travail du président Henri Konan Bédié qui, pour réaliser l'éléphant d'Afrique, avait besoin que la Côte d'Ivoire ait un allègement de sa dette pour se projeter. Les événements ne l'ont pas permis, mais il faut reconnaître l'expertise du président Alassane Ouattara parce que c'est en moins de 13 mois que nous avons obtenu cet achèvement. Oui, mais c'est un travail de longue date qui a été mêlé aussi par le président Laurent Gbagbo aussi. Non, je ne conteste pas. Je vous ai rappelé que ça date du président Henri Konan Bédié. Bien évidemment. Donc j'ai fait l'historique. Il faut toujours situer les choses dans leur contexte. Mais le point d'achèvement n'a pas été obtenu par le passé à cause de plusieurs problèmes qu'a connu notre pays. Mais aujourd'hui, ce n'était pas un acquis. Ce n'était pas un acquis. Parce que figurez-vous qu'au sorti de la crise post-électorale, le pays était par terre. Il fallait remettre tous les fondamentaux en place. Il n'y avait plus d'hydraulique villageoise, il n'y avait pas de route. Tout était prioritaire. Et dans un contexte de priorité généralisée, on aurait pu être tenté d'aller vers un débordement des dépenses publiques qui ne nous aurait pas permis d'atteindre le point d'achèvement.
Donc il a fallu beaucoup de technicité au président et surtout une vision. Une vision et la vision qui a été mise en œuvre pendant ces 13 mois, il faut le rappeler, c'est le programme présidentiel d'urgence. Les 45 milliards au sorti de la crise qui a permis de remettre en place les infrastructures de base. Donc aujourd'hui, le point d'achèvement est obtenu. Ça va permettre un allègement très important au niveau du budget de l'État, au niveau du service de la dette. Et c'est autant de moyens qui vont être réinjectés dans le social, dans l'école, dans les infrastructures de base. De façon concrète, j'arrive. Parce qu'un pays, l'impact collectif pour la collectivité. L'impact d'abord, c'est la qualité de vie des concitoyens, des citoyens. Quand on aura réhabilité les écoles qui sont aujourd'hui dans un état de dégradation avancé, les infrastructures d'assainissement n'ont pas été entretenues depuis ces 15 dernières années. Il y avait les formations sanitaires non plus. Donc, les équipements de base vont être et sont en train d'être restaurés. C'est d'abord cela. Et ensuite, s'il n'y a pas de route, comment voulez-vous développer l'économie? La route précède le développement. Aujourd'hui, le programme routier, c'est plusieurs milliards qui vont être injectés. Et ensuite, nous allons avoir les effets induits au niveau local. Parce que le pays est avant tout constitué du noyau. Ce sont les préfectures, les sous-préfectures, les villages et les communes qui les encadrent. Donc nous allons avoir les effets induits naturellement. Et nous les sentons déjà. En ce qui concerne Abidjan, parler de notre commune. Abidjan, les ordures n'étaient pas ramassées. Il y a eu une épidémie de choléra. Il y avait de nouvelles maladies qu'on appelait la dengue. Mais tout cela avait une incidence sur la santé de nos concitoyens et donc sur leur productivité. Aujourd'hui, les ordures sont ramassées. Donc on a agi sur la santé de nos concitoyens. La santé est allée plus loin. On a eu les soins de santé. On a eu la gratuité des soins de santé. Tout ça, ce sont des projets assez intéressants. Mais je vous parle de vécu. Je vous parle de vécu. Absolument. Pas de projet. Je veux dire que ce sont des réalisations qui sont palpables, qui sont physiques. Tout à fait. Au plan de la ville d'Abidjan aujourd'hui, vous vivez pleinement à Abidjan, vous connaissez la réalité aujourd'hui. Oui, tout à fait. L'argent ne circule pas. C'est une réalité qu'il y a en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous en tant que... Je comprends. C'est-à-dire que... C'est une réalité malgré tout. Non, la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a quelques mois, il y avait des cadavres partout dans la rue. Il y a quelques mois, tout le monde, les balles sifflaient de partout et nous étions sous nos matelas. Il y a quelques mois, il y avait la pénurie partout. On avait cassé le système économique et on était en train de casser les fondamentaux de l'État. C'est cela. Mais comme ça a été très vite mis en place, mais je comprends que maintenant la demande soit sur le vécu quotidien. Absolument. Mais c'est normal. C'est pour cela que le gouvernement a pour mission, et je ne trahis aucun secret, parce que nous lisons tous la presse et nous écoutons le chef de gouvernement, le Premier ministre Awoussou Kwadjo-Janot, dans son programme de gouvernement et de dernier séminaire gouvernemental, est allé très loin pour nous expliquer ce qui va être mis en œuvre dans les prochains mois pour toucher maintenant le vécu quotidien de nos populations, parce que la vie est chère. C'est une réalité, mais la vie est chère et il n'y a pas d'emploi. Surtout, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. C'est pourquoi il faut rapidement mettre en place les fondamentaux économiques pour que l'argent se remette à circuler. Qu'on paye la dette intérieure pour que les entreprises, les PME, puissent avoir de la liquidité, la crédibilité vis-à-vis des banques pour recréer de la richesse. Mais c'est cela, la redistribution de la richesse. Il faut la créer avant de la partager. Mais on ne peut pas créer de richesse dans un contexte où les balles sifflaient de partout, d'insécurité généralisée. Okay. Et aujourd'hui que nous avons retrouvé la sérénité, nous comprenons donc, je suis d'accord, parce qu'en tant que gestionnaire de cité, c'est au quotidien que je vois venir ma population pour les problèmes primaires. Donc je comprends qu'il va falloir faire vite. Vite pour donner une occupation positive pour les jeunes. Et à ce niveau, je peux vous dire ce qui est fait. Oui, on va aller très vite parce que nous, on tire déjà vers la fin de cette émission. C'est sûr qu'avec votre éloquence, le temps passe très vite. Oh là là. Alors, donc maintenant, on va terminer avec cette dernière question. Vous parlez de faire vivre votre cité. Qu'est-ce qui est mis en place pour le rapprochement entre les municipalités du Nord et ceux du Sud, notamment entre l'Occident et la rue? Est-ce qu'il y a un jumelage qui est fait à votre niveau? Quel est l'impact de tout cela? Oui, je voulais vous remercier pour cette question qui va me permettre de conclure sur notre cité. Il faut savoir que pour que notre cité vive, nous devons lui apporter des infrastructures de base. L'État apporte les super infrastructures, notamment la voirie départementale, l'assainissement, c'est très important, très cher aussi.
Mais nous avons apporté les équipements de proximité, notamment les commissariats, les brigades de gendarmerie, réhabilitation des écoles, les tables bancs, parce qu'il nous faut lutter contre l'échec scolaire. C'est d'abord la première des choses. Si nous voulons demain avoir une Côte d'Ivoire solide, il faut qu'à la base, les enfants ne soient pas bloqués à l'entrée en 6e. Il faut construire des collèges. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons renforcé le lycée, construire le collège, réhabiliter les formations sanitaires pour que les femmes puissent accoucher dans des conditions correctes. C'est ça d'abord la base. Et la sécurité, et renforcer le sentiment de sécurité et lutter surtout contre le VIH-Sida en mettant en place le centre de dépistage volontaire que nous avons mis en place grâce à l'ONUCI. Maintenant, quand nous avons mis en place toute cette ossature, il faut agir pour la cohésion sociale. C'est ce que nous faisons avec nos chefs de village, nos chefs de quartier. Nous avons mis en place des comités de gestion de quartier et de veille pour la réconciliation et le pardon. Et tout cela nous permet, avec nos interpénétrations communautaires, de garantir un apaisement et une vie communautaire normale. C'est pourquoi nous lançons 3 projets majeurs à Atekoubé. Un projet de reconstruction du marché qui va de l'ordre d'1 milliard, où il y aura beaucoup de jeunes employés dans le domaine du bâtiment. Il y aura le grand centre commercial, les Aguas, de 2 milliards. C'est un partenariat public-privé pour permettre toujours de créer des emplois. Et puis nous bénéficions chez nous la mise en place de l'hôpital international d'hémodialyse de l'ONG Servier, qui porte sur plusieurs milliards et qui devrait, par la qualité de l'embauche, par la qualité de la formation et par l'intensité de la main-d'œuvre, nous aider à résorber le chômage de la jeunesse. Voilà, monsieur le maire, on tire allègrement vers la fin de cette émission. Pour ne pas dire que nous sommes carrément à la fin, on va vous permettre de conclure rapidement sur un dernier mot. Je voulais vraiment vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée de parler de notre cité, de parler de notre pays et de parler de l'espérance que nous portons pour notre pays. Aujourd'hui, la coopération internationale, nous l'avons développée à travers des rencontres multiformes, l'AIMF, les maires francophones, l'Association internationale des maires. Et nous saisissons l'opportunité pour échanger partout avec tous ceux qui peuvent apporter leur expertise, leur soutien multiforme au développement de nos collectivités. Et les partenariats sont très avancés. J'ai saisi l'opportunité de mon passage d'ailleurs ici pour rencontrer l'ancien maire, pour bénéficier de ses conseils et de sa vision dans l'urbanisation de notre commune et de notre cité, de la grande ville d'Abidjan qui est en reconstruction. À l'ensemble de nos concitoyens vivant, notamment à l'étranger et dans la diaspora. Nous comptons beaucoup sur leur expertise pour venir enrichir notre pays et construire notre pays. Nous comptons sur leur engagement à agir pour donner une autre image, une bonne image à notre pays qui sort de déchirements et de malentendus sur l'identité des Ivoiriens. Il est important qu'eux aussi, là où ils se trouvent, soient porteurs de cette flamme d'espérance que nous avons allumée avec le président Alassane Dramane Ouattara. Le pays compte sur tout le monde. Il n'y a pas de LMP, de RHDP, il n'y a que des Ivoiriens, fiers d'aider à la reconstruction de leur pays, en tournant difficilement, mais en tournant quand même la page des années sombres qui viennent de se passer. Que Dieu nous aide dans cette lumineuse mission d'aider notre pays à être le pays de la vraie hospitalité et de la vraie fraternité. Merci infiniment à vous d'avoir répondu à notre invitation. Amis téléspectateurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci et au revoir.